Eh bien bonjour et puis merci d'être aussi nombreux pour ce temps-là et venir jusqu'à Besançon. Et après ce petit film sur la biodiversité, je dois vous dire que je suis particulièrement sensible et particulièrement heureuse parce que vous êtes ici à Besançon, sur ce territoire du Grand Besançon, dans un écran de biodiversité, d'un écran de forêt. On a plus du tiers du territoire qui est couvert par un système forestier. Nous avons des milieux naturels évidemment remarquables. La ville de Besançon a été nommée capitale nationale de la biodiversité en 2018 pour justement l'engagement que nous avons pris à faire que l'ensemble du territoire, et surtout, et y compris et surtout le milieu urbain, soit un milieu finalement, un réservoir, un milieu d'accueil, un milieu qui permette aussi de s'intégrer dans ce qu'on appelle les systèmes fonctionnels de la nature, parce que c'est important de savoir, de regarder où cette nature est en difficulté. On doit lutter contre l'érosion de la biodiversité, où la nature peut rebondir. Et on sait que malheureusement, parce qu'on peut se dire quand même que c'est malheureusement, et en même temps c'est une opportunité, finalement les plus grands atouts de la biodiversité sont en France, dans les villes, parce que dans les campagnes, il y a des effondrements importants de nos espèces. Dans les villes, quand l'urbanisme est bien pensé, c'est pour ça que c'est important d'avoir ces réunions telles qu'elles vont se dérouler. Quand l'urbanisme est bien pensé, il y a des jardins, il y a des parcs, il y a des aliments d'arbres, il y a des bosquets, il y a une telle diversité que du coup, c'est là que la nature finalement prend refuge. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que parfois on se dit 2 arbres pour un logement social. Est-ce que finalement, à quel endroit on va mettre le curseur pour décider si ces 2 arbres-là ou c'est les logements sociaux? Quelle priorisation on y met? Comment on les met en regard? Ça semble assez étonnant, mais c'est bien ces questions-là qui aujourd'hui nous animent. Je suis là pour vous dire qu'en tant que maire de la ville de Besançon, et bien sûr, hier déjà certains m'ont entendu, je suis fière de cette ville parce que, et je relate ce que j'ai entendu hier soir, hier soir quelqu'un disait « En venant à Besançon, je ne m'attendais à rien ». Il va se reconnaître à la personne qui l'a dit, mais votre ville est magnifique. Et ça, c'est une vraie question, bien sûr, depuis Besançon, parce que nous avons une ville qui est faite d'une sociologie très modeste, d'une sociologie de personnes qui ne disent pas tout l'atout de nos territoires, et pourtant, elle a bien tous les atouts dont je suis sûre vous avez parlé pendant ce SCOT. C'est-à-dire, c'est une grande ville moyenne qui a eu ce rôle essentiel de capitale. Elle a toutes ces grandes fonctions. Elle a en particulier l'enseignement supérieur, mais aussi un écosystème d'entreprises qui font que la région de Franche-Comté a été longtemps une des premières ou deuxièmes villes produisant de l'emploi industriel. C'est une ville qui a des atouts majeurs dans sa façon d'avoir appréhendé, anticipé un certain nombre de problématiques. On en parlait encore hier soir. Hier soir, on disait c'est la première ville de France qui a mis en place une rue piétonne. Imaginez le grand axe de Besançon, pour ceux qui l'ont vu hier et qui l'ont vu ce matin. Imaginez bien que le jour où il a fallu, pour la première fois en France, dire que les voitures n'avaient plus leur place à cet endroit-là et qu'on donnait une respiration différente à la ville et qu'on donnait l'idée d'un développement différent à la ville. Imaginez que ça a été la grande révolution et il faut saluer ces élus qui ont eu ce courage-là de résister, de savoir que c'était bien la bonne voie et que c'était ça qu'il était nécessaire de mettre en place. Et donc c'est aussi de ça dont vous allez sans doute parler, c'est comment on entame les urgences aujourd'hui auxquelles on est confronté. En ce moment, on est en train de vivre une crise de température absolument incroyable. Et bien sûr, il faut que les solutions que vous allez travailler puissent y répondre. Je reviens sur cette ville de Besançon que vous allez peut-être découvrir. Elle a un double label UNESCO. Vous l'avez sans doute perçu, vous le savez, nous avons une magnifique citadelle, c'est Vauban. Nous sommes ici dans une limite, nous sommes ici à l'est de la France, nous sommes ici en zone frontière,
Nous sommes au pied du massif du Jura. Nous sommes surtout en contact avec les autres pays, que ce soit l'Italie, mais aussi bien sûr essentiellement la Suisse, mais aussi l'Allemagne. Ça veut dire que cette ville-là, elle a vécu aussi de ce rapport-là. Alors bien sûr, Vauban signifie sans doute plutôt la résistance, la défense, mais ça signifie essentiellement, et j'en suis persuadée, à l'époque où l'Europe est au cœur de nos interrogations, et c'est surtout le lieu de l'alliance, de la concorde, de savoir vivre avec son voisin. Et c'est pour ça que c'est une ville qui est frontière, une ville qui est essentielle et qui a toujours vécu cette identité-là. C'est aussi le deuxième secteur sauvegardé de France. C'est plus de 230 hectares qui sont concernés. Imaginez que du coup l'urbanisme doit prendre en considération évidemment non seulement d'être labellisé UNESCO pour Vauban, ce qui veut dire Vauban n'est pas qu'à la citadelle, il est partout dans la ville, mais nous avons aussi un secteur sauvegardé extrêmement important avec plus de 200 monuments historiques. Un patrimoine donc architectural exceptionnel, en particulier sur une période du XVIIIe siècle, ce grande période qui, là encore, a été une période de refonte, en particulier en Franche-Comté. Le XVIIIe siècle a repensé l'ensemble de l'organisation du territoire. Ça a été un moment de basculement, mais en tout cas, c'est justement une histoire qui nous raconte des choses et qui nous interroge pour penser l'avenir. C'est aussi une ville qui réunit évidemment 25 000 étudiants, parce que comme je le disais, c'est une ville de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et cet enseignement supérieur et de la recherche est un maillon essentiel de l'écosystème de l'entreprise. Cette relation entre le moment de la formation, les laboratoires de recherche et la transformation pour que ça puisse faire vivre l'entreprise et ses innovations, eh bien à Besançon, nous avons particulièrement des domaines très forts qui sont plutôt cachés derrière le mot tech, microtechnique, biotechnique, et nous sommes dans le petit. Tout ça, et c'est inscrit dans l'histoire du deuxième label UNESCO, celui du savoir-faire horloger, puisque nous avons été inscrits donc en patrimoine immatériel UNESCO, du fait que nous appartenons à un territoire qui a développé depuis maintenant plusieurs siècles ce savoir-faire qui est la microtechnique, qui est le micro, le petit, donc la mécanique, et qui s'est développé aujourd'hui dans bien d'autres dimensions de l'industrie. Quand je dis que nous sommes inscrits dans un territoire, c'est que cette inscription UNESCO, elle ne concerne pas Besançon, elle concerne un territoire qui va depuis Besançon jusqu'au Locle, à Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire en Suisse. C'est cet ensemble international de territoires qui a été inscrit. Il faut le saluer. Et puis bien sûr, pour vous, urbanistes pour certains, vous savez combien la vision de l'urbanisme, elle est importante parce qu'elle interroge les grands enjeux du moment. On pense la ville, on pense l'urbanisme, on pense l'aménagement en fonction des grands enjeux dans lesquels nous sommes inscrits. Encore une fois, le changement climatique, mais pas seulement. La question de réinverser peut-être la façon de penser justement l'autonomie des territoires avec toutes les limites que comporte la question d'autonomie, l'énergie, l'alimentation, etc. Ici à Besançon, vous allez retrouver les prémices, les germes de l'utopie, puisque nous avons entre autres Charles Fournier qui a été ici à Besançon très important. Je parlerai de Proudhon comme étant effectivement un acteur important de cette utopie, même si je lui en veux beaucoup à cet homme, parce qu'il était extrêmement méprisant pour les femmes, et il ne parlait même pas des enfants. Donc, comme quoi on peut avoir une vision et oublier la moitié d'une société. La terre natale de Victor Hugo, la ville de Lippe et sa révolution, l'histoire du rapport dans la société, quelle société on veut, quel sens du travail, quelle zone d'activité, comment on pense l'activité, à quel endroit on met le travail, quel rapport il y a entre les chefs d'entreprise et les salariés, quelles conditions de travail. Lippe a été un grand moment, ça a été un moment de réinterroger comment organiser cette société de la production et du travail
Aujourd'hui, je crois qu'on peut se dire que nous sommes à nouveau dans ce type d'interrogation et je pense que l'urbanisme et l'aménagement du territoire doivent pouvoir apporter aussi un certain nombre de réponses. Et c'est donc l'enjeu et le travail que vous allez avoir à faire. Besançon, on est sur le slow tourisme, sur l'écotourisme. Vous avez remarqué combien l'environnement est important. J'imagine que pour ceux qui ont fait du vélo ce matin, parce que je sais que certains sont partis, ils ont découvert justement la beauté, la diversité de ce paysage qui est tout près, qui est même à l'intérieur même de la ville, puisque nous avons des indentations comme ça. Ce n'est pas des dents creuses, hein. Nous avons les collines qui sont au milieu de la ville, et nous avons la rivière au milieu de la ville, nous avons la forêt au milieu de la ville, nous avons les prairies au milieu de la ville, et nous avons bien sûr pour autant toutes les autres formes d'expression de l'urbanisme. Nous avons une ville avec une société, une culture, des habitants. Des habitants, c'est important de se poser la question à quel urbanisme pour quel type d'habitants. Et on sait qu'il y a des sociologies, etc. Bien sûr, je vais vous redire qu'on a des habitants qui vieillissent, etc. Mais aussi on a une jeunesse, parce que nous, on a une personne sur 5 qui est étudiante à Besançon. Nous avons évidemment aussi une sociologie, et en particulier, nous avons des sportifs à Besançon. Nous avons des gens qui aiment aller faire du ski, randonner, courir, faire du vélo, etc. Donc c'est aussi cet urbanisme-là qui doit s'adapter, c'est aussi répondre à ses besoins, à ses attentes. Bien sûr, je ne reviendrai pas sur la question de l'érosion de la biodiversité, sauf à dire que moi, quand je suis rentrée en contact avec la première politique dans ma vie, c'est parce que c'était 2005, et en 2005, je découvrais qu'on allait fermer un jardin botanique à Besançon, et qu'en fait, c'était parce qu'on considérait que la botanique était une science du 19e siècle, et que finalement, on ne s'y intéresserait plus. Et aujourd'hui, au 21e siècle, et à l'époque, on disait 2010, fin de l'érosion de la biodiversité. Imaginez le parcours, et là, on en est encore loin, et il y a encore de nombreux chemins à prendre. Bien sûr, aujourd'hui, du coup, on est en face de la réalité, la température nous le dit, mais en face d'une réalité, il faut agir vite. On a trop longtemps dit qu'il fallait agir petit pas par petit pas, et vous êtes dans le temps court et dans le temps long, puisque l'urbanisme et l'aménagement, c'est aussi un temps moyen et long. Et donc, c'est important de se projeter pour savoir comment on va pouvoir envisager, répondre à l'ambition de la loi climat et résilience et la question du ZAN, évidemment. Qu'est-ce que l'on veut faire pour maintenir notre agriculture? Nous avons besoin d'une agriculture, celle qui nous permet aussi de répondre à tous les enjeux du moment. Donc voilà, je tenais bien sûr à vous dire combien on attend tous de vos travaux qu'il émerge des moyens de répondre aux questions qui sont complexes. Mais je tiens à dire, parce que très souvent on a dit que quand on était des personnes intelligentes, on a forcément des réponses simples. Moi, je pense qu'on a eu tort. Trop longtemps, on est allé se réfugier dans les réponses simples. Je pense qu'il faut aborder droit dans les yeux la complexité, l'incertitude. Moi, je viens du milieu de la recherche, j'ai toujours vécu avec l'incertitude. Il faut regarder droit dans les yeux les incertitudes, pour autant apporter des réponses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment, quand on travaille comme vous, à un nouvel urbanisme, à de nouveaux aménagements, quand vous pensez, les élus, comment envisager l'avenir de vos territoires, eh bien, regardons en face que c'est un système, que ce n'est pas juste quelques composantes, c'est des systèmes qui interagissent, ce sont des systèmes qui sont complexes, et accepter la complexité, c'est déjà important et c'est déjà tout à fait nouveau. Et donc, bien sûr, en vous disant ça, je ne vous dis pas que vous allez avoir 2 journées simples, et justement, vous allez avoir 2 journées très complexes, denses, importantes, et du coup, j'espère que vous allez nous faire un bilan extrêmement intéressant et positif, parce que de toute façon, on a besoin de cette intelligence collective. On ne saura jamais faire les choses seul. Un seul territoire n'est pas en capacité de faire bouger les choses. Nous avons besoin de faire en sorte que tous les territoires bougent. À Besançon, nous bougeons depuis déjà quelques temps.
mais nous bougerons encore et on a besoin de bouger avec vous et on a besoin de savoir comment faire. Nous avons besoin de transformer l'essai parce que là, c'est plus... on va perdre le match si on ne transforme pas l'essai parce que là, la température nous rappelle qu'il faut qu'on transforme le match et donc, je vous préviens, je ne vous lâche pas du Cursal tant que vous n'avez pas trouvé l'ensemble des solutions qu'il nous faut. Très bien, mais merci à vous en tout cas. Je tiens quand même à faire un salut tout à fait particulier, bien sûr aux équipes du SCOT de Grand Besançon, mais aussi à l'ODAB et à l'ensemble des équipes de la ville et du Grand Besançon qui ont permis cet accueil, parce que c'est important. Vous êtes engagés, mais aussi on a nos équipes. Et je salue d'ailleurs à cette occasion le service public qu'il ne faudrait pas oublier qu'il est indispensable et qu'il ne doit pas revenir à l'invisibilité dans laquelle il était avant les crises. Bravo, merci à vous, merci le service public. Bonjour à tous, les élus, les techniciennes et les techniciens. Je vous souhaite à mon tour la bienvenue en terre comtoise. Je suis très heureux que nous vous accueillions dans notre belle capitale. Je remercie au nom des élus du SCOT de l'agglomération byzantine, Monsieur le Président Michel Hendrich et son conseil d'administration, pour la confiance qu'ils nous ont témoignée en nous confiant le challenge difficile, mais passionnant, d'organiser l'accueil de ces 16e rencontres nationales. Je vais maintenant planter un petit peu le décor de notre territoire de SCOT. Il s'établit sur 2 intercommunalités, la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole et la communauté de communes du Val-Marnésien. La communauté de communes du Val-Marnésien a la particularité de se trouver à cheval sur les départements du Doubs et de la Haute-Saône. Le Grand Besançon, c'est 196 000 habitants. Elle est composée de 68 communes. Besançon compte environ 119 000 habitants, quand la commune la plus importante ensuite, Saint-Vite, on compte 5 000. Le Val-Marnésien, avec ses 45 communes, reçoit 15 000 habitants, dont 1 600 à Marnay. Nous avons ainsi une partie très urbaine et de vastes espaces ruraux où l'agriculture et la forêt constituent les paysages et participent largement à notre économie. Le bassin d'emploi de Besançon est bien plus grand que notre territoire de SCOT, ce qui appelle à travailler avec les collectivités qui nous entourent afin de répondre aux besoins de l'aménagement correspondant aux enjeux d'aujourd'hui qui font l'objet de nos rencontres. Notre territoire est largement reconnu pour sa qualité de vie, mais aussi pour son climat, parfois pluvieux, avec des températures assez fraîches au printemps et à l'automne, auxquelles d'ailleurs vous avez échappé du fait du report de nos rencontres qui devaient avoir lieu au mois de novembre 2020 et où nous étions téléportés à Saint-Malo au mois d'août l'an passé, où l'accueil avait été très chaleureux. Les hivers où le doux gelait à Besançon font partie du passé, mais peut-être doit-on le regretter. À Besançon, il peut faire parfois très chaud. En été, comme vous pouvez le constater, déjà en cette fin de printemps. Victor Hugo, à travers ses vers célèbres, ce siècle avait 2 ans, alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, ne se doutait pas sans doute que nous aurions un jour ici le climat de Madrid. Une raison de plus pour s'adapter, voire corriger. Les touristes ou visiteurs occasionnels découvrent chez nous un patrimoine architectural et culturel riche. La gastronomie autour de notre délicieux comté, premier AOC de France, et la Concoyote qui vient également d'obtenir l'AOC. Et bien sûr, la fameuse saucisse de Morteau. Vous découvrirez également de vastes espaces verdoyants de moyenne montagne à l'est de plaine, à l'ouest, où l'eau est présente avec ses rivières principales que sont le Doubs et l'Oignon. Je ne peux passer sous silence notre riche histoire industrielle autour de la montre et de l'horlogerie que nous partageons avec notre voisine la Suisse, avec qui les liens sont indéfectibles. Et donc ce patrimoine vient d'être classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Cette histoire se décline aujourd'hui par le développement des filières d'excellence des microtechniques, des nanotechnologies et des biotechnologies, qui font que notre territoire reste très au-dessus de la moyenne française par sa part d'emploi industriel, ce que la majorité des élus souhaitent voir encore se développer avec des entreprises de plus en plus éco-responsables, bien sûr. Je vous invite à profiter de votre visite pour découvrir notre ville de Besançon. Vous verrez également au cours de notre déplacement vers Arquesnan et sa saline, qui nous accueillera pour la soirée de gala, que sortir de la ville vous offrira des paysages qui valent le détour. N'hésitez d'ailleurs pas à visiter le stand de l'Office de tourisme pour connaître tout ce que nous avons à vous offrir pour un séjour. Nous comptons sur vous pour être de nouveaux ambassadeurs de notre terre comtoise. Et je peux vous dire que ceux qui viendront, suite à vos recommandations, vous en seront reconnaissants. Moi-même, conquis, venant de Lyon, j'y suis resté. Parlons maintenant un peu de nos rencontres et du thème qu'elles abordent, vers de nouveaux modèles d'aménagement du territoire. Je pense que si vous êtes aussi nombreux pour ces rencontres, c'est que les enjeux de l'aménagement sont de plus en plus importants. En effet, on le sait depuis longtemps, nous ne pouvons continuer à grignoter des espaces naturels, agricoles et forestiers au rythme du passé. Depuis les débuts de l'ère industrielle et du développement des populations et de leur aspiration à vivre en maison individuelle sur un vaste espace, ni de voir se développer de vastes zones commerciales ou industrielles en périphérie des agglomérations qui favorisent l'utilisation de la voiture individuelle. Le constat étant synthétiquement fait, pour nous, élus en charge de l'aménagement du territoire, accompagnés de nos services, quelles peuvent être nos actions? Sur quoi pouvons-nous agir? Sur qui? Quelle sera la réaction de nos habitants? Quel sera leur degré d'acceptation des changements indispensables que nous allons leur proposer, voire leur imposer? S'adapter, c'est désormais notre défi permanent à tous. S'adapter au changement climatique, au vieillissement de la population, aux situations de pandémie, aux évolutions technologiques, aux nouveaux modes de vie de nos concitoyens. S'adapter, c'est aussi accepter de changer. Changer nos habitudes, changer nos modes de faire, changer nos référentiels, changer nos modèles. Ne perdons jamais de vue que notre action doit toujours avoir pour but d'améliorer la vie du plus grand nombre tout en protégeant notre environnement. Et ce n'est pas un challenge facile. Avant de conclure, je tiens à remercier vivement celles et ceux sans qui ces rencontres n'auraient pu se tenir à Besançon. Nos partenaires institutionnels qui ont répondu présents à nos côtés, l'État, la région Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs et bien sûr le Grand Besançon, et la ville de Besançon pour leur soutien financier, mais également logistique. Merci Anne, merci Madame la Présidente, merci Madame le maire. Un très grand merci aux partenaires privés qui se sont très fortement mobilisés également. Un grand merci à Keolis et son service de bus, Ginko, Engie, Opal ER, Enedis, GRDF, Action Logement, Bionatix, Vieilles Matériaux, Morteau Saucisses, Buller, Bidiote, Lagrange Café et le Crédit Agricole. Je vous invite d'ailleurs à profiter de leur présence dans cette salle pour aller leur rendre visite. Ce sont des partenaires de nos actions publiques. Enfin, je souhaite remercier le personnel de nos petits syndicats, Marie-Laure, Thomas et Audrey, l'ODAB, notre agence d'urbanisme, et plus particulièrement Isabelle, Mina, Ophélie, Margot et Justine, pour l'ensemble du travail mené depuis plus d'1 an pour organiser ces rencontres, vous accueillir le mieux possible pour votre séjour à Besançon et tenter, j'espère, de vous surprendre. Bonne rencontre, bons travaux. Nous nous quitterons vendredi, souhaitons-le, avec davantage de connaissances, enrichis des expériences de tous pour faire prospérer nos territoires tout en les protégeant. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ces 16e rencontres dans cette très belle ville de Besançon, Madame le maire. Merci Madame la maire d'être présente, d'avoir été présente hier soir pour nous accueillir. Merci aussi d'être là ce matin. Bien sûr, je voudrais aussi saluer Jean-Paul Michaud, le président du SCOT de l'agglomération byzantine. Saluer Alain Chrétien, que je
qui vient d'arriver ici, qui est là en voisin. Vesoul, ce n'est pas très loin, mais qui est là en tant que représentant de l'AMF, qui représente ici parmi nous le président de l'AMF. Je suis très heureux également d'accueillir Émilie Bonnet de Rivière, chef de bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie au ministère de la Transition écologique et de la cohésion du territoire. Bienvenue parmi nous, merci de votre présence. Et bien sûr, saluer le fidèle Pierre Miquel, chargé de mission SCOT, qui n'a pas dû rater beaucoup de rencontres nationales depuis qu'elles existent. Merci Pierre d'être là parmi nous. Alors des remerciements, je vais bien sûr en adresser, je vais dire doublement à nos amis byzantins de nous accueillir pour cette 16e édition des rencontres. Un premier remerciement pour avoir organisé les rencontres nationales de 2020, qui n'ont pas eu lieu. Mais le travail était fait et ils étaient prêts à nous accueillir. Et ils ont accepté, bravo, oui, bravo à eux, ils ont accepté que ces rencontres soient reportées à 2021, laissant la place à Saint-Malo, comme cela était prévu. Alors je le dis régulièrement et à chaque rencontre, je ne change pas de discours. Lorsque nous nous retrouvons, organiser un tel événement est toujours un défi. Et nous ne pourrions pas le relever si Jean-Paul Michaud, Marie-Laure Merle-Bertin, Thomas Vichot et toute l'équipe du syndicat mixte du SCOT, appuyée par l'agence d'Urba du Grand Besançon, n'avaient pas travaillé d'arrache-pied localement pour pouvoir nous accueillir dans les meilleures conditions. Je souhaite également remercier le groupe technique de la Fédération qui a travaillé sur le programme et particulièrement Sylvain Grisot, que je ne vois plus, il est là-bas à l'ombre. Sylvain Grisot qui va animer ces rencontres et que vous verrez tout au long de ces 2 journées. Enfin, je voudrais remercier tous les intervenants, et ils sont nombreux, qui vont éclairer nos débats et qui vont nous apporter un regard d'experts et aussi leur expérience locale pour d'autres, ainsi que les partenaires de cet événement, comme vous le verrez, qui sont plus nombreux qu'à l'accoutumée. Leur présence, d'ailleurs, souligne, je crois, l'enjeu qui est le nôtre de rassembler autour de nous l'ensemble des compétences et des expertises pour construire ensemble les changements de trajectoire de nos territoires pour répondre aux défis des transitions et aux mutations en cours et en nous appuyant sur l'expertise de chacun. Nous avons la chance d'accueillir ce matin Patrice Valentin, président de l'Union professionnelle du génie écologique, qui va enrichir nos réflexions sur la révolution d'aménagement du territoire à l'œuvre, les enjeux du vivant, la nécessité de repenser nos territoires comme des écosystèmes et de changer de paradigme. Ce matin, nous porterons ensemble un regard sur le chemin parcouru en matière de foncier, pas par nostalgie ou par auto-congratulation, non, mais pour mesurer la trajectoire qui est la nôtre, reconnaître le travail réalisé sur la gestion économe du foncier pour aller plus loin dans un contexte législatif qui n'a cessé d'évoluer en 20 ans, avec des objectifs de plus en plus ambitieux à atteindre. Et là, la dernière marche que nous avons à franchir, je l'ai dit hier soir, est très haute, mais nous aurons de dire chiche, allons-y. Nous échangerons également sur la nécessité de réaffirmer, voire de réorienter nos visions politiques et donc nos stratégies territoriales. Comment nous allons concilier développement et sobriété. S'engager dans de nouveaux modèles d'aménagement du territoire. Pourquoi avons-nous choisi cette année de traiter le thème s'engager dans de nouveaux modèles d'aménagement du territoire pour nos rencontres? Nous, élus locaux, techniciens, qui élaborons et mettons en œuvre des SCOT, nous sommes à la fois modestes et déterminés à changer l'avenir de nos territoires. La séquence dans laquelle nous sommes, d'urgence planétaire et d'urgence locale, appelle, encore plus que par le passé, à la responsabilité
des élus du bloc local. Et il faut le prendre comme un véritable honneur, comme une fantastique opportunité. La séquence dans laquelle nous sommes d'urgence planétaire, je l'ai dit, je me répète, est vraiment, aujourd'hui, je crois, a permis quand même une certaine prise de conscience, et le rapport du GIEC n'y est pas étranger. Choisir pour ne pas subir. Tel est le chemin que nous proposons aux élus du bloc local pour ces prochaines années. Nous faisons face à une révolution d'aménagement du territoire, accélérée par l'ambition de la loi Climat et Résilience sur la gestion économe du foncier et la lutte contre l'artificialisation. Cette révolution, elle est liée au cumul des défis que les élus locaux ont à relever pour l'avenir de leur territoire. Ceux des transitions, l'adaptation du territoire au vieillissement de la population, du desserrement des ménages, de la mutation du commerce, des enjeux de la réindustrialisation, de la souveraineté alimentaire, de l'autonomie énergétique, du changement climatique et de l'accélération et de l'aggravation des risques naturels, de la préservation de l'eau, bien sûr, et de la biodiversité. La loi Climat et Résilience va nous amener à modifier nos stratégies territoriales. En 2026, pour les SCOT, et notre urbanisme opérationnel, ce sera 2027 pour ce qui est des PLU ou des PLUI, et les cartes communales. Pour intégrer la trajectoire de diminution par 2 de la consommation du foncier et pour amorcer la trajectoire zéro artificialisation nette d'ici 2050, nous devons également préparer nos territoires et les acteurs de la trajectoire zéro carbone d'ici 2050. Nous avons donc un double défi. 2 trajectoires nationales ambitieuses, 2 horizons et de nombreux défis à relever dans nos territoires. Alors, pour ne pas subir ces cadrages qui donnent parfois l'impression d'une approche arithmétique et en silo des objectifs nationaux, nous proposons qu'en responsabilité, les élus du bloc local questionnent leur stratégie territoriale et sa mise en œuvre. Permettent-elles de changer la trajectoire des territoires pour répondre à l'ensemble des enjeux de demain ? Transformons la contrainte législative, mes chers amis, en une opportunité politique de réenchanter l'exercice d'aménagement du territoire, de repenser, réaffirmer notre stratégie territoriale et déclinons-la à toutes les échelles, interterritoriales, intercommunales et communales. Les défis sont tels que nous aurons besoin de revoir nos modèles d'aménagement et de nous appuyer sur les compétences de chacun. Saisissons l'occasion de réunir encore davantage les acteurs dans nos territoires, publics comme privés, pour discuter des mutations en cours, de leurs besoins, pour créer de nouveaux modèles d'aménagement de nos territoires, pour les sensibiliser aux transitions auxquelles nous devons apporter une réponse maintenant. Évaluons avec eux la faisabilité et le modèle économique de nos projets de territoire, de notre stratégie foncière et de nos projets opérationnels. Nous allons devoir faire preuve de créativité, d'inventivité pour ne pas reproduire l'aménagement de ces 60 dernières années. Pour aider le réseau des SCOT, nous avons réalisé une étude avec l'appui des ministères de la cohésion des territoires et de la transition écologique, d'un comité scientifique et de nos partenaires. Vous trouverez cette étude dans le sac qui vous a été remis à l'entrée, ainsi que le nouveau guide sur le SCOT modernisé. Et je vous engage bien sûr à les lire et à les parcourir. Ce sont, je crois, ils vous donneront des pistes, je crois, très, très intéressantes. Cette contribution de la Fédération des SCOT a vocation à aider les élus et leurs techniciens à identifier les questions à se poser, les actions à engager immédiatement et à poser un cadre de réflexion sur de nouveaux modèles, notamment sur la définition des besoins, de la création de valeur, sur les conditions d'une densité appropriée par les habitants, sur le rôle des espaces non bâtis comme épicentre des transitions ou encore des enjeux de qualité d'aménagement et du dialogue local. Nous sommes à un moment de rupture, n'ayons pas peur de le dire, qui va bouleverser les modes de vie des habitants. Nous devons donc trouver les modalités pour écouter nos concitoyens,
nous appuyer sur leur expertise d'usage et de transformation, leur permettre de s'approprier les enjeux de transition et d'accompagner les changements à venir. Et ce n'est pas le moindre de nos challenges que nos habitants, que notre population s'approprie tous ces enjeux. Le nouveau chemin que nous vous proposons d'emprunter pour vos territoires, malgré les défis colossaux, se veut résolument optimiste. Car les solutions se trouvent dans les territoires et notamment dans les mains des élus du bloc local, comme je l'ai déjà dit, des acteurs et des habitants. Et c'est là qu'en véritable force d'action, la créativité pour trouver des solutions efficaces et rapides. Ces rencontres nationales des Scots, mes chers amis, doivent alimenter nos réflexions et nous permettre d'aller plus loin dans les projets que nous construisons ensemble pour l'avenir de nos territoires. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, chers amis, débutons ensemble ces 16e rencontres nationales des Scots. Excellente rencontre à vous toutes et à vous tous.